Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je corrigerai l'examen d'algèbre 6 pour la filière SMA et pour l'année universitaire 2016-2017. Commençons par l'exercice 1. Soit P une partie non vide d'un groupe noté multiplicatif G point. Premièrement, soit HI, avec I appartient à I, une famille quelconque de sous-groupes du groupe multiplicatif G. Montrer que l'intersection de HI avec I appartient à grand I est un sous-groupe de G. Comme rappel de cours, pour qu'une partie non vide H d'un groupe noté multiplicatif G soit un sous-groupe, il suffit que pour tout xy de H, x fois y moins 1 appartient à H. Montrons dans la question 1 de l'exercice 1 que l'intersection de HI avec I appartient à grand I est un sous-groupe de G. Premièrement, l'élément neutre E de G appartient à HI pour tout I de grand I, puisque HI est un sous-groupe de G. Donc, l'élément neutre E appartient à l'intersection de HI avec I appartient à grand I. Deuxièmement, soit XY deux éléments de l'intersection de HI avec I bien sûr parcourt grand I. Alors, XY appartient à HI pour tout I appartenant à grand I. Donc, XY moins 1 appartient à HI puisque HI est un sous-groupe de G pour tout indice I de grand I. D'où XY moins 1 appartient à l'intersection de HI avec I appartient à grand I. Donc, l'intersection de HI avec I appartient à I est un sous-groupe de G. Dans la question 2, on déduit qu'il existe un plus petit sous-groupe de G contenant P qu'on note P entre guillemets, avec P bien sûr est une partie non vide du groupe G. Soit c'est l'ensemble des sous-groupes H de G tels que P est inclus dans H. On a bien sûr C différent de l'ensemble vide puisque G appartient à C. Et d'après la question 1, l'intersection des H avec H appartient à C est un sous-groupe de G contenant P. De plus, l'intersection des H avec H appartient à C est le plus petit sous-groupe de G contenant P, puisque l'intersection des H avec H appartient à C est inclus dans H pour tout H de C. Dans la question 3, soit L l'ensemble des x de G tel que x égale à x1 fois x2 fois jusqu'à xn, avec x1 jusqu'à xn sont des éléments de P union P-1, avec P-1 et l'ensemble de x-1 avec x appartient à P. C'est l'inverse des x avec x appartient à P. Et n, bien sûr, c'est un entier naturel non nul. Montrer que L est un sous-groupe de G. Pour montrer dans 3 que L est un sous-groupe de G,
il suffit de montrer que L contient l'élément neutre de G, E, et que pour tout xy de L, x fois y moins 1 appartient à L. Soit x un élément de P, puisque P est une partie non vide de G, alors x moins 1 appartient à P moins 1. Et donc, x fois x moins 1, qui est égal à l'élément neutre E, appartient à L. Et deuxièmement, soit x et y deux éléments de L, alors il existe xi, yi de P union P-1, tel que x est de la forme x1 fois x2 jusqu'à xn, y égale à y1 fois y2 jusqu'à yn. Donc xy moins 1 égale à x1, x2 jusqu'à xn fois l'inverse de y1 fois y2 jusqu'à yn, qui est égal à x1 fois x2 jusqu'à xn fois ym moins 1 fois ym moins 1 moins 1 jusqu'à yn moins 1, qui est égal à z1, z2 jusqu'à zn plus m, avec zi égale à xi, appartient à p union p moins 1, avec i varie de 1 jusqu'à n, et zi égale à yn plus m moins i plus 1, avec i varie de n plus 1 jusqu'à n plus m. Donc, xy moins 1 appartient à n. Montrons dans 4 que L égale au sous-groupe engendré par P. On a L est un sous-groupe de G qui contient P. De plus, si H est un sous-groupe de G qui contient P, alors il contient P-1. Donc H contient L, d'où L est le plus petit sous-groupe de G contenant P, et par suite L égale au sous-groupe engendré par P. Montrons maintenant dans la dernière question que si F est un homomorphisme de groupe de G dans G', alors le sous-groupe engendré par F de P égale à l'image par F du sous-groupe engendré par P. On a L égale au sous-groupe engendré par P. Donc Fl, c'est l'ensemble de fx1, x2 jusqu'à xn avec xi appartient à P union P-1, avec i bien sûr, est compris entre 1 et n, avec n un entier naturel. Et puisque f est un homomorphisme de groupe, alors fx1, x2 jusqu'à xn égale à fx1 fois fx2 jusqu'à fois fxn, avec fxi bien sûr appartient à f de p union fp-1, pour tout i compris entre 1 et n, avec n un entier naturel, qui est égal au sous-groupe engendré par f de p. Passons à l'exercice 2. Soit G un groupe noté multiplicatif et H un sous-groupe de G. On appelle normalisateur de H l'ensemble noté NH est égal à l'ensemble des G qui appartient à G, tel que GH G-1 égale à H. Premièrement, montrer que H est inclus dans NH, le normalisateur de H, et que H est un sous-groupe distingué de NH. Dans le théorème 2,5,2, soit G un groupe et H un sous-groupe de G, alors les propriétés suivantes sont équivalentes. H est un sous-groupe distingué dans G, si seulement si, pour tout x de G, xh égale à hx. Si seulement si, pour tout x de G, xh x-1 égale à h. Si seulement si, pour tout x appartenant à G, xh x-1 est inclus dans H.
Si et seulement si, pour tout x appartenant à G, xh est inclus dans hx. Montrons dans la première question que H est un sous-groupe distingué de NH. D'abord, on doit montrer que NH est un sous-groupe de G. Soit H un élément du sous-groupe H, alors petit h, h-1 égale à H. Donc H appartient à NH, d'où H est inclus dans NH. Pour montrer que NH est un sous-groupe de G, on doit montrer qu'elle est non vide, elle est stable par multiplication et stable par passage à l'inverse. Donc on a d'abord E, H, E-1 égale à H. Avec E, c'est l'élément neutre de G. Donc E est un élément de NH. De plus, pour tout x appartenant à NH, on a XH, x-1 égale à H, par définition de NH. Donc H égale à x-1 fois H fois x. Donc x-1 est un élément de NH. Donc NH est stable par passage à l'inverse. Et enfin, pour tout xy de NH, on a xy fois h fois xy moins 1 égale à x fois yh, y moins 1, x moins 1. Puisque y appartient à NH, donc yh, y moins 1 égale à h. Ce qui est égal à h puisque x appartient à NH. Donc x fois y appartient à NH. D'où NH est un sous-groupe de G. Et H est un sous-groupe de G qui est contenu dans NH, donc H est un sous-groupe de NH. De plus, H est un sous-groupe distingué de NH par définition du normalisateur de H. Passons à la question 2. Soit K un sous-groupe de G contenant H et dans lequel H est un sous-groupe distingué. Petit a, montrer que K est un sous-groupe de NH. On a H est distingué dans K. Donc, quel que soit petit k du sous-groupe K, KH, K-1 égale à H. Alors, pour tout K du sous-groupe K appartient à NH, d'où K est inclus dans NH. Et par suite, K est un sous-groupe de NH. Dans 2b, en déduire que NH est le plus grand sous-groupe de G dans lequel H est distingué. On a H est distingué dans NH, d'après la première question. Et si K est un sous-groupe de G dans lequel H est distingué, alors d'après 2A, K est inclus dans NH. Donc NH est le plus grand sous-groupe de G dans lequel H est distingué. Passons à la question 3. Soit K un sous-groupe de NH, montrez que HK égale l'ensemble de HK avec petit h appartient à H et petit k appartient à K, est un sous-groupe de G et que H est distingué dans HK. Pour montrer que HK est un sous-groupe de G, on doit d'abord montrer que l'élément neutre de G noté E appartient à HK. C'est évident puisque E égale à E fois E appartient à HK. Soit maintenant HK et H'K', deux éléments de HK. HK facteur de H'K' moins 1, donc égal à HK, K' moins 1, H' moins 1. Si on pose K seconde égale à K' moins 1, donc cette expression est égale à H K seconde H' moins 1. Et K seconde H' moins 1 égale à H1 fois K seconde, car
k seconde h égale à h k seconde, quel que soit k seconde de k, puisque k est inclus dans nh. Et si on pose h1 égale à h seconde, donc cet élément est égal à h seconde, k seconde, et c'est un élément de hk. Avec bien sûr h seconde égale à h, h1, et k seconde égale à k, k' moins 1. Pour montrer que h est distingué dans hk, il suffit de montrer que hk est inclus dans nh. Donc soit un élément hk de hk, donc hk grand H fois hk moins 1 égale à hk moins 1, h moins 1. Puisque h est distingué dans k, alors k moins 1 égale à h. Et h grand H, h moins 1 est bien sûr égal à h. K, bien sûr, petit k appartient à k, et k c'est un sous-groupe de nh. D'où h est distingué dans hk. Dans la dernière question, soit h et k deux sous-groupes de G, montrez que hk est un sous-groupe de G si seulement si hk égale à kh. Dans la question 4, montrons que hk est un sous-groupe de G si seulement si hk égale à kh. Supposons que hk est un sous-groupe de G et montrons que hk égale à kh. On a pour tout h de h et petit k de k. On a hk appartient à hk. Donc l'inverse de petit h, petit k égale à k-1, h-1, qui est un élément de hk, puisque hk est un sous-groupe. Et hk appartient à hk implique que l'inverse de hk appartient à hk. Donc kh appartient à hk pour tout petit h de h et petit k de k. Donc kh est inclus dans hk. De même, on montre que hk est inclus dans kh. En effet, si on prend petit h et petit k, deux éléments respectivement de h et de k, alors petit h fois petit k est un élément de hk. Donc son inverse reste dans hk. Puisque l'inverse de petit h, petit k appartient à hk, implique que petit h, petit k appartient à hk moins 1, qui est égal à k moins 1, h moins 1. Et k c'est un sous-groupe, donc k moins 1 c'est k. Et de même pour h moins 1 égale à h. Donc petit h, petit k appartient à kh pour tout petit h de h et petit k de k. Donc hk est inclus dans kh. Ainsi, hk égale à kh. Inversement, montrons que si hk égale à kh, alors hk est un sous-groupe de G. Premièrement, l'élément neutre E égale à E fois E, c'est un élément de hk. Et si on prend deux éléments, petit h, petit k, h', k' de hk, alors hk fois l'inverse de h', k' égale à hk, k' moins 1, h' moins 1, qui est bien sûr égal à hk seconde, h' moins 1. Avec k seconde, c'est k, k' moins 1, qui est égal à h seconde, k1. Puisque k seconde, h' moins 1, c'est un élément de kh, et kh égale à hk, donc il existe deux éléments, h seconde et k indice 1, tels que k seconde, h' moins 1 égale à h seconde, k1, qui est égal à h indice 1, k indice 1, avec h indice 1 égale à h fois h seconde. Donc, et c'est un élément de hk. Donc hk est un sous-groupe de G. Passons à l'exercice 3, soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément de A est nilpotent s'il existe un entier naturel non nul, tel que A à la puissance k,
égale à 0 de A. Dans ce cas, l'indice de nilpotence de A est l'entier P tel que A à la puissance P égale à 0 de A et A à la puissance P moins 1 différent de 0 de A. L'élément nul est le seul élément d'indice de nilpotence égal à 1. On note nil A. L'ensemble des éléments nilpotents de A est appelé le nil radical de A. Dans la première question, montrez que nil A est un idéal de A. Rappelons la caractérisation d'un idéal de A. Donc soit A un anneau et I une partie non vide de A. La partie I est un idéal à gauche, respectivement à droite de A, si seulement si les propriétés suivantes sont satisfaites. La première condition, c'est que, quel que soit x, y de I, x plus y appartient à I, c'est-à-dire que I est stable par l'addition. La deuxième propriété, c'est que pour tout élément petit a de A et pour tout x de I, A fois x appartient à I, respectivement, x fois A appartient à I. Dans la première question de l'exercice 3, montrons que le nil radical de A, noté nil A, est un idéal de A. C'est-à-dire il est non vide, stable par addition et stable par multiplication par les éléments de A. D'abord, 0 de A appartient à nil A, puisque 0 est un élément nilpotent de A. Donc le nil radical de A est non vide. Et pour tout x, y, deux éléments nilpotents non nuls, il existe deux entiers non nuls P et P', tels que x à la puissance P égale à 0, y à la puissance P' égale à 0. 0 ici, bien sûr, c'est le 0 de l'anneau A. Comme A est un anneau commutatif, donc on peut appliquer le binôme de Newton. X plus y à la puissance P plus P' égale la somme de ck P plus P', x à la puissance k, y à la puissance P plus P' moins k, avec k varie de 0 jusqu'à P plus P', qui est égal à la somme de ck P plus P', x à la puissance k, y à la puissance P plus P' moins k, avec k varie de 0 à P, plus la somme de P plus 1 à P plus P' de ck P plus P', x à la puissance k, y à la puissance P plus P' moins k. On peut factoriser dans la première somme par y à la puissance P', puisque k ici compris entre 0 et P, alors P moins k est compris entre 0 et P. Et dans la deuxième somme, on peut factoriser par x à la puissance P, puisque k est compris entre P plus 1 et P plus P', alors k moins P est compris entre 1 et P'. Et P plus P' moins K est compris entre 0 et P' moins 1. Comme x à la puissance P égale à 0 de A et y à la puissance P' égale à 0 de A, alors ces deux sommes sont nulles. Et x plus y à la puissance P plus P' égale à 0 de A. Donc x plus y est un élément nilpotent de A. Et enfin, pour tout petit a de l'anneau A, et pour tout x un élément nilpotent de A, il existe un entier naturel non nul P tel que x à la puissance P égale à 0 de A. Et comme l'anneau A est commutatif, alors ax le tout à la puissance P égale à A à la puissance P fois x à la puissance P, qui est égal à 0 de A. Donc ax est un élément nilpotent de A. Donc le nil radical de A est un idéal de A. Dans la deuxième question, montrez que tout élément nilpotent non nul est un diviseur de 0, de A bien sûr. Dans la deuxième question, montrons que si x est un élément nilpotent non nul, alors x est un diviseur de 0, de A. On a pour tout x un élément nilpotent de A non nul. Il existe un entier naturel non nul P tel que x à la puissance P égale à 0. Et x, bien sûr, à la puissance P moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire P est l'indice de nilpotence de x. Donc x à la puissance P égale à x
à la puissance p moins 1 fois x, qui est égal à 0. Donc x est un diviseur non nul de 0, puisque x à la puissance p moins 1 est non nul et x, bien sûr, non nul. Donc x est un diviseur de 0. Dans la question 3, déterminez le nil radical de z sur 8z et comparez avec l'ensemble des diviseurs de 0, de z sur 8z, bien sûr. Faire de même pour l'anneau z sur 12z. Conclure. Dans la question 3, l'ensemble des éléments nilpotents de z sur 8z sont la classe 0, la classe de 2, puisque la classe de 2 à la puissance 3 égale la classe 0, la classe de 4, puisque la classe de 4 au carré égale à 0, et la classe de 6, puisque la classe de 6 à la puissance 3 égale la classe 0. Et l'ensemble des diviseurs de 0 de z sur 8z est la classe de 2, la classe de 4 et la classe de 6. Puisque la classe de 2 fois la classe de 4 égale à la classe de 8 égale à la classe 0. Donc la classe de 2 et la classe de 4 sont des diviseurs de 0. Et la classe de 4 fois la classe de 6 égale la classe de 24 égale la classe 0. Donc la classe de 4 et la classe de 6 sont des diviseurs de 0. On remarque que l'ensemble des diviseurs de 0 est inclus dans le nil radical de z sur 8z. Par contre, l'ensemble des éléments nilpotents de z sur 12z égale à la classe de 0 et la classe de 6, puisque la classe de 6 au carré égale à la classe 0. Et l'ensemble des diviseurs de 0 de z sur 12z est la classe de 2, la classe de 3, la classe de 4, la classe de 6, la classe de 8, la classe de 9 et la classe de 10. Puisque la classe de 2 fois la classe de 6 égale la classe 0, donc la classe de 2 et la classe de 6 sont des diviseurs de 0. La classe de 3 fois la classe de 4 égale la classe 0, donc la classe de 3 et la classe de 4 sont des diviseurs de 0. Et bien sûr, la classe de 8 fois la classe de 3 égale à la classe 0, donc la classe de 8 est un diviseur de 0. Et la classe de 9 fois la classe de 4 égale à 0, la classe 0. Donc 9 bar est un diviseur de 0. Et 10 bar est aussi un diviseur de 0, puisque la classe de 10 fois la classe de 6 égale à la classe de 0. Donc l'ensemble des diviseurs de 0 de z sur 12z contient strictement l'ensemble des éléments nilpotents non nuls. Dans la question 4, soit x un élément de A, tel que 1 moins x est nilpotent. Montrez que x est inversible et que 1 moins x moins 1 est nilpotent. Soit maintenant x un élément de A, tel que 1 moins x est nilpotent. Donc il existe un entier naturel non nul P, tel que 1 moins x à la puissance P égale à 0 de A, qui est égal à la somme de ckP moins x à la puissance k avec k varie de 0 à P, qui est égal à 1 plus la somme de k égale à 1 jusqu'à P de ckP moins x à la puissance k. Donc 1 de A égale à moins la somme de ckP moins x à la puissance k avec k varie de 1 jusqu'à P. Et bien sûr, on peut factoriser par x, puisque k ici varie de 1 à P. Donc c'est x facteur de moins la somme de ckP moins x à la puissance k moins 1 avec k varie de 1 jusqu'à P. Alors x est inversible. Et son inverse est moins la somme de ckP moins x à la puissance k-1 avec k varie de 1 à p. De plus, moins x moins 1, c'est un élément de A puisque x est inversible, donc son inverse appartient à A. Et par suite,
moins x moins 1 appartient à A. Et 1 moins x est un élément nilpotent. Et on a montré que le ligne radicale de A est un idéal de A. Donc le produit moins x moins 1 fois 1 moins x appartient au nil radical de A, qui est égal à 1 moins x moins 1. Donc 1 moins x moins 1 est un élément nilpotent de A. Dans le dernier exercice, soit R, x indice 1, x indice n, l'anneau des polynômes à n indéterminé. Donnez la définition d'un polynôme homogène de degré m. Donc, par définition, un polynôme p x1 jusqu'à xn est homogène dans R x1 jusqu'à xn de degré m si p de x1 jusqu'à xn est de la forme la somme de a alpha 1 alpha n x1 à la puissance alpha 1 fois jusqu'à xn à la puissance alpha n, tel que a indice alpha 1 jusqu'à alpha n est différent de 0 et la somme des alpha i égale à n. Dans la deuxième question, montrez que si P est homogène de degré m, alors la somme de xi fois la dérivée de P par rapport à xi égale à m fois le polynôme P de x indice 1 jusqu'à x indice n. Dans la deuxième question, soit P un polynôme homogène de degré m, c'est-à-dire s'écrit sous la forme de la somme de a alpha 1 jusqu'à alpha n, x1 à la puissance alpha 1 fois x indice n à la puissance alpha n, avec alpha 1 plus alpha n égale à n. Donc xj fois la dérivée de p par rapport à xj égale la somme des alpha 1 plus jusqu'à alpha n égale à m, alpha j fois a indice alpha 1 jusqu'à alpha n fois x indice 1 à la puissance alpha 1 fois jusqu'à xn à la puissance alpha n. Donc la somme des xj delta p sur delta xj, c'est-à-dire la dérivée de p par rapport à xj, égale à la somme sur j allant de 1 à n de la somme de alpha 1 plus jusqu'à alpha n égale à n, alpha j à alpha 1 fois jusqu'à alpha n, x1 alpha 1 fois jusqu'à xn alpha n. Et en permutant ces deux sommes, c'est la somme de alpha 1 plus alpha n égale à m de la somme de j allant de 1 à n, alpha j à alpha 1 alpha n, x1 alpha 1 jusqu'à xn alpha n. Et la somme des alpha j avec j varie de 1 à n égale à m. Donc cette sommation est égale à la somme de m à alpha 1 jusqu'à alpha n, x1 à la puissance alpha 1 fois xn à la puissance alpha n. En factorisant par m, c'est m fois la somme des a alpha 1 alpha n, x1 à la puissance alpha 1 fois xn à la puissance alpha n, qui est égal à m fois le polynôme p.